lorsque j'essaie de définir le big data, je pense qu'il y a principalement deux façons de le comprendre. Il y a la façon technologique, hein, le principe de lac de données ou le principe d'exposition unifiée des données ou encore les données non structurées pour les techniciens à proprement parler. Donc c'est une nouvelle architecture de la gestion de données qui permet d'être plus véloce, d'aller plus vite et plus profond. Et puis il y a d'une façon générale l'aspect un peu sociétal, c'est-à-dire le fait que les données sont partout, qu'on est tous en train d'en émettre, qu'elles disent beaucoup de choses sur nous, etc., etc. Je pense que les deux sont des justes réalités de ce qu'est la donnée. On en comprendra plus ou moins une en fonction de sa sensibilité propre. Mais je pense que ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a beaucoup plus de données qu'auparavant, que ça devient presque difficile de ne pas en produire. C'est-à-dire que si on ne veut pas produire de la donnée, ben, faut pas se promener dans les villes, il ne faut pas avoir son téléphone mobile, il ne faut pas prendre les transports en commun, il ne faut pas utiliser les services bancaires, les services de santé, etc. Tout ça produit de la donnée. Et donc voilà, on peut parler de big data au sens où une ville, un monde moderne, s'est immergé dans la donnée qui est absolument partout aujourd'hui. Alors le big data, c'est une nécessité. Lors de la crise de la net économie en 2000, on s'est rendu compte que les technologies de l'information étaient tout à fait nouvelles et qu'elles étaient pertinentes, mais qu'en même temps, la façon dont on les avait utilisées pour se développer n'était pas vraiment pertinente. Et en 2004, un certain nombre de gens qui n'étaient pas des techniciens, mais qui étaient plutôt des éditeurs, des chefs d'entreprise, se sont réunis. Et c'est là où on a introduit la notion de Web 2.0. On a essayé de regarder pourquoi certaines entreprises avaient continué à prospérer, alors que d'autres avaient périclité. Et ce qui ressortait de cela, c'est qu'il fallait, et ça tient à la nature même de l'information, il fallait essayer de saisir toutes les informations qui existaient, c'est-à-dire être capable de trouver les rumeurs, de savoir qu'est-ce qui faisait qu'un produit qu'on avait mis sur le marché satisfaisait le client, quels étaient les retours d'usage pour être capable de reconcevoir de façon dynamique. Et le big data, c'est justement la capacité qu'on a de prendre toutes ces informations et d'en tirer parti, soit pour améliorer les produits, soit pour améliorer son image parce qu'on voit qu'est-ce qui ne va pas, soit pour essayer de profiler les utilisateurs afin de cibler exactement ce que l'on veut leur vendre, d'avoir des publicités qui sont adaptées à chacun d'entre eux. Donc voilà quelle est la nécessité du big data qui est vraiment intimement inscrite dans la logique du web et de la numérisation. Ce système est arrivé de façon assez progressive. C'est-à-dire qu'on a eu d'abord les systèmes d'information très structurés où la donnée était un peu prisonnière parce qu'elle appartenait à une entreprise et elle pouvait être utilisée que dans un seul système d'information. Et puis petit à petit, grâce notamment à ce qu'on appelle TCP/IP au monde de l'Internet, on a pu véhiculer plus facilement ces informations, les échanger entre des systèmes qui sont différents et finalement donner cette fameuse vélocité à la donnée et arriver à ce qu'elle puisse être utilisée par détournement. Alors, les grandes startups, elles, ont naturellement accès à d'immenses quantités de données. Parce que lorsque un moteur de recherche comme Google aspire toutes les informations, il a tout ce que nous faisons sur le web. Et puis ensuite, les moteurs de recherche peuvent, lorsque c'est Google, aspirer nos requêtes et les utiliser pour faire de la publicité adaptative. Les réseaux sociaux comme Facebook peuvent utiliser notre information pour soit faire de la publicité, soit éventuellement revendre une partie de ces informations. Puisque les entreprises ont collecté de plus en plus de données, ont commencé à traiter de plus en plus de données en interne, et donc le big data a d'abord été utilisé pour les services d'aide à la décision, et progressivement, dans toutes les fonctions support de l'entreprise, on a commencé à intégrer les technologies du big data. Alors dans les grandes entreprises, les TPE-PME, elles ne se rendent pas toujours compte, elles utilisent un peu beaucoup du big data, mais pas toujours. Et qu'est-ce qu'il y a derrière le big data? En fait, il y a deux catégories de données. Il y a les données qui sont sur Internet, qui sont accessibles,
pas forcément sur les couches visibles du web, qui peut être dans le dark web, etc. Mais on va distinguer dans les couches visibles tout ce qui est en open data. Donc c'est-à-dire que c'est des masses de données qui sont sous des licences libres et ouvertes. Donc celles-ci, on peut librement les réutiliser. Et il y a des données qui sont accessibles sur Internet, mais on va les scraper. Et on ne va pas forcément les scraper légalement. Donc il va falloir distinguer dans les traitements big data tout ça. Et dans l'entreprise, on va parler des données grises. Et dans les données grises de l'entreprise, qui sont les données de l'entreprise, il y a des données qui vont être des données de l'entreprise, donc tout ce qui est soumis au secret des affaires, au secret fiscal, au secret statistique, pourquoi pas au secret judiciaire, et des données personnelles. Et dans les données personnelles, on va avoir des données sur lesquelles l'entreprise a des droits différents, selon qu'elle ait eu un consentement, selon qu'il y ait une base légale et réglementaire pour les collecter. Est-ce que des acteurs plus petits peuvent tirer parti eux aussi des informations qui sont sur le web? Oui, c'est le cas, bien sûr. N'importe quelle entreprise qui veut faire de la publicité, qui veut se faire une image, qui veut fabriquer un produit, a besoin de savoir comment les gens utilisent ce produit, quel est le profil des utilisateurs, qu'est-ce qu'ils désirent, éventuellement quels sont les aspects positifs du produit ou les aspects négatifs du produit. Donc c'est la logique économique contemporaine qui veut que l'on fasse attention, qu'on exploite toutes les traces de données possibles. On peut le faire à une échelle plus ou moins grande, selon sa taille, selon le marché que l'on couvre, mais partout il y a cette nécessité d'exploiter de grandes masses d'informations. Alors le big data, c'est toutes les données. En français, ça s'appelle des masses de données. Alors ça peut être des données scientifiques. Par exemple, si on décode le génome, on détermine la séquence des constituants du génome, ça va être du big data, ou les données astronomiques, le terme est bien choisi, qui sont générées par les grands télescopes, ce sont du big data. Donc là, il n'y a pas de référence à l'individu. Le big data, c'est des données de tout type. Il y a dedans la météo, par exemple, qui circule sur Internet, etc. Il peut y avoir les systèmes de feux rouges dans une ville, ou le transport public, etc., qui amènent des horaires, des choses de ce type-là. Mais bien sûr, tout ce qui concerne la vie sociale, qui concerne notre santé, implique effectivement des individus, puisque ce sont des traces de nos activités qui sont collectées par ces systèmes. Puis il y a aussi des données personnelles. Il y a même de plus en plus une majorité de données personnelles. C'est-à-dire que tout ce qu'on produit sur les réseaux sociaux, tout ce qu'on échange sur les messageries, ce que produit notre téléphone mobile quand il nous localise, finalement, c'est des données qui sont très très personnelles parce qu'elles disent énormément de nous. Donc il y a une zone grise entre les deux qui sont ce qu'on appelle les données pseudonymisées, c'est-à-dire les données agrégées. Le fait qu'il y ait 500 personnes dans un wagon de chemin de fer, ou plutôt dans un train, ça c'est une information qui est intéressante de savoir à condition que ce n'est pas M. Durand et M. Martin. Et donc là, on est dans des données, ce qu'on appelle pseudonymisées, qui sont des données potentiellement individuelles, mais que la technologie a plus ou moins anonymisées. C'est-à-dire qu'on dit par exemple qu'on a un identifiant unique qui a une certaine durée, qui est fourni par les opérateurs, qui permet de compter les gens. Et c'est important notamment par exemple pour les services de pompiers, s'il y a un accident de sécurité, ou même pour pouvoir dimensionner le personnel dans les gares en fonction de ce qu'on sait du nombre de gens qu'il y a dans les wagons. Alors, les données personnelles sont utilisées par des techniques d'apprentissage machine pour faire de la prédiction du comportement. Parce qu'on peut remarquer, en fait on établit des corrélations, chaque fois que vous avez fait telle chose, vous allez faire telle autre chose. Plus généralement, chaque fois que quelqu'un achète telle chose, il risque d'acheter telle autre chose. Et ça peut, bien sûr, être utilisé par différents acteurs pour essayer de nous cerner, pour nous proposer quelque chose. Vous savez qu'aujourd'hui, on est dans une économie un peu nouvelle. On parle souvent de crise du choix. Pendant longtemps, nous étions dans des économies de pénurie. Il n'y avait pas assez de modèles, et donc on proposait un modèle à tout le monde, et on suscitait le désir de tout le monde. Mais aujourd'hui, on n'a plus de désir, on a tellement de choses. Et donc, qu'est-ce qu'il faut?
c'est essayer de stimuler le désir de chacun. Et pour ça, il faut essayer de le trouver. Et c'est à ça que servent les systèmes de recommandation, c'est savoir exactement qu'est-ce qui va vous faire plaisir. Hein. Quel livre, quelle est la chaussure, quel est le journal qui correspond exactement à votre besoin. Et ça, bien sûr, hein, on les fait avec ces systèmes prédictifs. Mais ça peut aller bien plus loin parce que les assurances, par exemple, peuvent dire eh bien, on va essayer d'évaluer le risque de façon très précise, personnalisée, et ça peut être bien parce que ça peut vous éviter un certain nombre de dangers, mais ça peut être aussi d'établir la prime en fonction de chaque individu et donc d'avoir le caractère mutualiste de l'assurance qui disparaît avec ces nouvelles formes de facturation. C'est-à-dire que si moi je suis une banque et que j'utilise de la donnée juste pour permettre des transactions, je peux très bien demain permettre à une entreprise qui fait du géomarketing de réutiliser cette donnée pour qu'on me vende des services de marketing, pour que je reçoive plus ou moins des services de marketing. Et donc ces choses-là se sont faites progressivement et ça a nécessité qu'on commence à y réfléchir. On a fait la régulation européenne des données, GDPR, qui est apparue récemment.